des centaines, voire des milliers de pasteurs que nous n'avons pas formés en tant que groupe biblique, mais qui prennent quand même qu'il y a de la bonne ressource au milieu de nous et peuvent nous faire confiance. Donc je crois que ceux que nous formons au sein du groupe, s'ils assument leur membership au niveau de leurs églises, peuvent être véritablement des points d'ancrage qui permettent à notre mouvement de rester crédible auprès de ces différentes entités et de pouvoir assumer le rôle transformateur que nous voulons, non seulement de l'Église, mais de la société tout entière. Ok, merci. Merci. Au frère Ezoa, en dehors de la base doctrinale, existe-t-il d'autres textes qui qualifient aussi la vie d'un membre de GBU? En dehors de la base doctrinale, existe-t-il d'autres textes qui qualifient la vie d'un membre de GBU? D'autres textes bibliques, tu veux dire? D'autres textes de référence, les textes de référence du mouvement. De la Bible, je veux dire. De la Bible ou... Pas forcément des textes bibliques, mais est-ce qu'il y a d'autres textes qui existent pour, voilà, qui encadrent la vie et qui définissent la qualité de membre de GBU? Il y a toute la paperasse que le CA doit rédiger là. C'est tout ça qui va avec, je pense. C'est ce qu'on appelle la procédure. Voilà, je crois que c'est dans notre manuel. Voilà. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je crois que tout le monde a compris. Hein? Ok. Je pense que Daniel avait commencé à parler un peu de cela. Il a parlé du manuel du responsable qu'on a rédigé à l'époque au niveau des GBU. Donc, c'est un document de base qui doit vraiment servir à tous les groupes qu'on peut améliorer. Parce qu'à part la base doctrinale et peut-être les statuts qui régissent les différentes organisations, ce document est très important parce que quand on vient à la responsabilité, il doit avoir un guide. Il doit avoir des références pour qu'on sache vraiment à quoi s'en tenir. En plus, bien sûr, des textes de référence comme 1 Timothée 3, hein, que nous utilisons très souvent pour qualifier les personnes qui doivent être à des responsabilités. Ok, je vais poser peut-être une dernière question à nos invités et je laisserai la parole à Mme Togo d'ouvrir aussi la question au public. C'est en lien avec l'après-ministère. Que devient le SG ou bien le staff après son engagement au sein du GBU? Et une question qui vient aussi en appui, c'est et si un secrétaire décède ou un membre de son staff, les GBU ont-ils prévu un soutien conséquent pour la veuve ou les orphelins? Voilà, donc les deux questions, quelqu'un peut les prendre ensemble pour apporter quelques éléments de réponse. C'est comme si la question est très chaude. Oui, en fait, je voulais répondre à la première partie, mais la deuxième devient intéressante. Parce qu'en fait, c'est une question de savoir si nous sommes réellement bien organisés pour pouvoir, la question de pertinence continuer. Mais je vous assure que même les églises, je suis pasteur d'église, n'ont pas toutes résolu ce genre de problème. Au point que le pasteur dans le ministère vit, sa famille vit, et après quand il disparaît, l'église ne reconnaît plus, comme dit la parole, là où l'arbre était. Mais ce que je veux dire des secrétaires, si je m'en réfère à l'expérience camerounaise, nous avons eu le fait que, en dehors de Anne, qui est dans la salle, qui a continué dans le ministère, nous, oui, au moment qu'elle a quitté le secrétariat au Cameroun, elle a continué dans le ministère. Nous autres, nous avons été successivement des pasteurs d'église. Donc, en fait, mon prédécesseur est rentré dans l'église. Je suis rentré dans l'aumônerie à l'université et aussi dans l'église. Et celui qui m'a suivi est rentré dans l'église. Alphonse, dont le président du conseil du groupe parlait tout à l'heure,
le 24, il va rentrer dans son église. Mais comme il assure le secrétariat de l'Alliance des évangéliques, il va y continuer. Et celui qui vient, il est aussi d'une église, sûrement à la fin. Mais les autres ne sont pas dans tous nos mouvements, ce n'est pas la même chose. Et j'aimerais, lorsque nous avons perdu Jairus, au moment où il vivait, j'ai vécu un drame personnel parce que mon épouse et moi voulions prendre au moins un enfant pour l'élever dans tout ce qu'il aurait eu besoin. Il y a eu les barques à haute qui ont fait des démarches, mais je crois qu'on n'a pas eu la possibilité d'avoir l'enfant. Nous disposions des moyens qu'il ne fallait pas envoyer, qui seront dispersés sans donner quelque chose de concret. C'était une forme de solidarité à vouloir apporter parce que nous savions que nos ressources ou bien nos appuis sont si minimes que si les gens ne viennent pas intervenir au moment où l'un de nous vient à décéder, je ne peux pas savoir jusqu'à aujourd'hui que sont devenus tous ces enfants, mais nous étions véritablement déterminés. Nous avons fait faire des démarches, nous n'avons pas réussi parce que cette solidarité est importante. Il y en a qui peuvent avoir un peu plus qu'un autre, mais cela, c'est l'assiette commune pour nous tous qui nous sommes connus dans le ministère. Ok, merci beaucoup. Peut-être qu'il y a encore des éléments à ajouter, mais on va ouvrir la... Je voulais seulement dire que chaque structure nationale doit ne serait-ce que s'inscrire à la caisse sociale. Ça, c'est la première chose. Je n'ai pas envie de lancer une affaire, mais je vais dire que déjà, que le secrétaire soit marié légalement. Parce qu'on parle de protection des orphelins et des veuves, ça commence déjà par là. Parce que s'il n'est même pas marié légalement, c'est comme si c'était en perte et profit. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il faut que la caisse sociale soit démise. Voilà. De telle sorte qu'au moins, pour le minimum, en cas de décès, il y ait un minimum de couverture. Maintenant, s'il y a des moyens, il faut pouvoir déjà travailler à faire des investissements ou faire des activités qui pérennisent quand même au niveau de la capacité du groupe, les finances, pour tenir compte de toutes ces personnes qui peuvent être dans les besoins. Ok, merci. Moi, je suis encore secrétaire en fonction. Je sais qu'il n'y a pas forcément... Je disais que je suis encore secrétaire en fonction. Il n'y a pas forcément des dispositions pratiques. Mais le défi, c'est d'abord que le secrétaire soit déclaré à la caisse, chez nous on dit caisse nationale de sécurité sociale. Et ça, c'est un défi aussi au niveau de nos mouvements. Donc, ça commence par là d'abord, la déclaration à la CNSS, CNPS, ailleurs. Et ensuite, les autres formes de solidarité qu'il faut mettre en place. Donc, chaque mouvement national a ce défi de réflexion et d'engagement pour construire un mouvement national et régional solide à partir des soins pastoraux, à partir donc de mettre l'homme, la ressource humaine au cœur du développement. Et c'est une question d'intégrité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, nous allons demander à la sœur Chantal T de vouloir répondre à l'historique du mouvement du Congo. Aussi, si elle est en connaissance de la présence des GBU dans les provinces. Ou si elle n'est pas là, le frère Pascal. Voilà. Par rapport au GBU de la RDC, il y a eu 2 étapes dans sa création. Je ne parlerai pas de la première étape parce que les éléments... Je me dépasse encore, c'est ça? Non, je disais que par rapport à la création des GBU en RDC, il y a eu 2 étapes. La première étape, je ne vais pas la relever,
mais je parlerai de 20 ans après la première étape. Parce que le GBI et que les piliers sont partis, l'Église avait récupéré le mouvement comme étant des aumôneries. Et 20 ans après, c'est là que j'ai été envoyée au Congo-Brazzaville. Et quand j'étais au Congo-Brazzaville pour commencer officiellement, il y a eu des orateurs qui sont venus de la RDC parce qu'ils avaient été invités. Et c'est au cours de leur séjour au Congo-Brazzaville que nous avons commencé à parler de la possibilité d'ouverture de ce qui avait existé il y avait 20 ans, mais que l'Église avait récupéré. Et c'est donc Nzach Lumeya, que peut-être certains connaissent, qui a été vraiment un pilier énorme dans la réouverture des GBU de la RDC. Pendant qu'il parlait avec nous dans ce domaine, je suis allée en RDC, le rencontrer avec quelques personnes. Et là, il a dit clairement qu'il va s'impliquer énormément pour rendre possible la création du GBU à nouveau et que les aumôneries allaient redonner ce pouvoir-là au GBU. Et donc, quand j'ai quitté le Congo, juste peut-être 2 années seulement après, j'ai écrit au pasteur Andreas Solomon, qui était alors le secrétaire régional, pour lui dire qu'ils sont prêts, mais il faut envoyer quelqu'un pour pouvoir conduire la négociation jusqu'à ce que le GBU de la RDC puisse naître. Et c'est ainsi que le pasteur Ratouvna, à qui je vais donner la parole, a été justement le pilier qui, pour conduire ces négociations jusqu'à ce que le GBU de la RDC puisse naître. Bonsoir à tous. La situation en RDC était assez complexe au début. J'ai dû revenir plusieurs fois au pays en essayant de négocier avec les responsables d'église à Kinshasa pour que l'église accepte le GBU en tant que mouvement en dehors de l'église, donc appartenant au monde des GBU en Afrique francophone et mondialement au niveau de l'IFES. Mais après ces plusieurs visites, en fait, je suis allé 7 fois en RDC. Finalement, le mouvement a été reconnu par les églises, par l'église en général, en tant que mouvement indépendant. Donc, nous louons le Seigneur, mais ça a été, quand même, ça a pris du temps. Mais le frère Mihimi Hubert, qui a beaucoup œuvré aussi pour l'établissement et l'enracinement du mouvement. Donc voilà, en ce qui concerne, est-ce que cela suffit pour dire un peu sur la RDC? Oui. Je profiterai aussi de la parole pour parler un peu de l'établissement du mouvement à Madagascar, puisque c'est ce qui est le plus proche de moi. Ça s'est effectué aussi sur plusieurs étapes. D'abord, à travers un enseignant, l'ancien secrétaire général du GBU de France, Gérard Kuntz. Donc, il a établi d'abord au niveau des lycées, et c'est là qu'il a établi un noyau pour initier et pour établir le mouvement au niveau universitaire. Et après cela, il a détecté les premiers responsables, à commencer par un frère, un médecin, un élève étudiant en médecine, en fait, Daniel Rakutjuel Nandrasana. Et très vite, il fut remplacé par le frère Solomon Angia, qui était donc officiellement le premier secrétaire général. Mais juste 3 années après, il a reçu un appel de poursuivre des études théologiques en France. Et c'est alors qu'on m'a appelé à le remplacer. Et pendant quelques 10 ans à peu près, j'ai assumé le rôle. Et ça s'est développé. Et par la grâce de Dieu, le mouvement est bien implanté
à Madagascar dans presque 100 districts sur les 119 au niveau des lycées et dans pratiquement, sinon dans tous les instituts, dans les universités publiques et quelques instituts supérieurs à Madagascar. Donc nous louons le Seigneur pour ce développement. Je voudrais peut-être parler un peu du Gabon, mais je ne sais pas si Scott est là. Il est mieux placé pour moi de parler aussi de cette situation. Malheureusement, on n'a plus de temps pour cela, mais pour tous les curieux, ils sont là pour vous répondre, et que ce soit sur cette question ou d'autres questions. Merci pour votre patience et nous voulons remercier nos panélistes. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi prend fin notre émission et à la prochaine panafricaine.